Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Chartier. Je suis l'animateur de la cellule traitement et valorisation des données du réseau DEFI et je fais partie du service environnement de l'Institut de l'élevage, dont l'acronyme est IDEL. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des éléments relatifs au recours au biocontrôle dans le réseau DEFI Ferme. Je ne sais pas si tout le monde voit bien la présentation, que ça passe bien. C'est bon, ça passe bien. Super. Donc, je vous propose un déroulé en 3 temps. D'abord, des aspects méthodologiques sur l'étude que je vais vous présenter. Ensuite, des premiers résultats, disons à l'échelle un peu globale de l'ensemble des filières, donc une vision d'ensemble du recours au biocontrôle et de son évolution dans le temps. Et ensuite, des focus, disons à l'échelle des filières pour préciser un petit peu quels sont les niveaux d'utilisation des produits de biocontrôle, quelles sont les molécules ou les matières actives et quels sont les principaux usages, en tout cas, j'entends par usage plutôt les principales cibles qui sont visées. Un petit peu différent des usages. Mais... Donc, les aspects méthodologiques. Donc, l'objectif de l'étude, c'est bien d'évaluer le recours au biocontrôle dans le réseau DEFI, d'analyser quelles sont les matières actives ou les solutions utilisées et quelles cibles sont visées. On a utilisé un jeu de données qui est issu d'un export de début décembre, du 2 décembre exactement, 2 décembre 2020, de la base de données de l'outil AgroSyst. Donc, l'outil AgroSyst, c'est le système d'information qui est développé par l'INRAE et qui est dédié à l'enregistrement des pratiques et des systèmes de culture qui sont mis en place dans le cadre du réseau DEFI. L'analyse que je vais vous présenter, elle est effectuée sur près de 94 000 itinéraires techniques, donc près de 100 000 itinéraires techniques, toutes filières confondues, et toute espèce confondue, bien sûr, sur la période 2012-2020. Donc, ça fait un jeu de données quand même conséquent, c'est rien de le dire. Le recours au biocontrôle, il est évalué via le nombre d'applications d'un intrant qui est présent sur la liste biocontrôle. On y reviendra un peu plus, je crois, cet après-midi. Donc, c'est vraiment le biocontrôle au sens strict, les intrants de biocontrôle. Mais on a aussi également regardé pour la filière maraîchage, disons, le recours aux auxiliaires, donc aux macro-organismes, via le nombre d'utilisations de macro-organismes. Parce que c'est aussi une information qui est précisée dans AgroSyst. Donc, on a aussi regardé cet aspect-là pour avoir une vision un peu plus globale que simplement les intrants de biocontrôle, disons. Et pour cette filière maraîchage, on a fait un focus sur les 12 espèces majoritaires de la filière. Donc, les 12 espèces majoritaires, ce sont lesquelles? Ce sont l'aubergine, la carotte, le chou, le concombre, le fraisier, les haricots, la laitue, le melon, l'oignon, poireau, radis et tomates. Alors, pourquoi ce choix? Bon, c'est des espèces qui sont les plus représentées en termes d'effectifs et également en termes de production dans les contextes de production dans lesquels ils sont mis en place au niveau du réseau. Et en plus, comme on a énormément d'espèces différentes dans le réseau DEFI, le fait de concentrer sur un nombre plus réduit d'espèces rend la lecture des analyses et des trajectoires beaucoup plus simple. Parce que voilà, sinon, en fait, on multiplie les cas différents d'une espèce à l'autre et donc ça rend l'analyse globale assez complexe. Globalement, au niveau du réseau, donc, je vais vous présenter un certain nombre de graphiques qui seront souvent structurés un peu de manière équivalente. Là, c'est un histogramme qui, en abscisse, représente la filière et en ordonnée, la part des itinéraires techniques qui présentent au moins l'application d'un produit de biocontrôle. Les colonnes en vert, ce sont les itinéraires techniques en agriculture biologique et les barres en bleu sont les itinéraires techniques en agriculture conventionnelle. Qu'est-ce que ça nous montre, ce graphique? C'est qu'en gros, on a 2 filières pour lesquelles on a une utilisation qui est extrêmement majoritaire du biocontrôle. Ce sont l'arboriculture et la viticulture. On a quasiment 100% des itinéraires techniques décrits dans AgroSyst qui présentent une utilisation de biocontrôle. Alors évidemment, ce n'est pas 100% pour plein de raisons, mais c'est voilà, très majoritaire. Il y a 2 autres filières qui ont une utilisation qui est quand même importante, mais pas du tout, disons, généralisées. Ce sont l'horticulture et le maraîchage, où là, on a entre 50 et 20% des itinéraires techniques qui présentent l'application d'un produit de biocontrôle. Et on a les 2 autres filières, où là, on a une utilisation qui est vraiment extrêmement anecdotique des produits de biocontrôle. Ce sont la grande culture, polyculture, élevage et les cultures tropicales. On voit aussi qu'au sein d'une même filière, les itinéraires techniques conduits en agriculture biologique ont une utilisation plus fréquente, disons,
des produits de biocontrôle, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande proportion d'itinéraires techniques en agriculture biologique qui ont recours au biocontrôle qu'en agriculture conventionnelle au sein d'une même filière. Quand on regarde quels sont les produits qui sont utilisés, enfin les matières actives, disons, bon, sans surprise, et puis on confirme ça à chaque fois qu'on traite ces données, mais la principale matière active utilisée, c'est le soufre, et de loin, puisqu'à elle seule, elle représente 61% des applications, de toutes les applications qui sont enregistrées de biocontrôle sur AgroSys. Donc voilà, c'est vraiment le soufre qui domine de manière très claire les utilisations de produits de biocontrôle. Et quand on regarde après, quand on enlève le soufre, qu'on regarde quels sont les autres produits qui sont utilisés, on voit qu'on a une diversité qui est relativement limitée. On a ensuite l'huile de paraffine, les virus de la granulose contre le carpocaps, des phéromones, Bacillus thuringiensis, le phosphate ferrique. Donc voilà, je ne vais pas tout détailler, mais on a finalement un produit qui domine vraiment outrageusement les utilisations. Et quand on retire ce produit, on a une diversité relativement faible, même s'il y a beaucoup de produits disponibles, beaucoup d'usages. Mais quand on regarde concrètement les utilisations, c'est relativement concentré. Si ensuite on traduit ça en cibles, quelles sont les principales cibles visées par l'application de produits de biocontrôle? Bien là, quelque part, on a la traduction en simultané, disons, des graphiques d'avant, mais qui permettent de faire une synthèse entre plusieurs matières actives. Donc évidemment, ce sont les maladies qui sont la cible principale visée, puisque le soufre à lui seul 61% et le soufre ne vise que les maladies, donc quelque part, on a une traduction directe. Et il y a d'autres produits qui visent les maladies. Et ensuite, ce sont les insectes et les acariens qui sont visés, donc qui représentent 24% des applications de produits de biocontrôle, puis les mollusques et les substances de croissance. Les stimulateurs de défense des plantes et les adventices sont vraiment des cibles anecdotiques, disons, des utilisations de produits de biocontrôle. Donc ça, c'était une approche, disons, globale, l'ensemble du réseau défi, toute filière. Maintenant, je vais rentrer sur un focus plutôt par filière, donc en commençant par le maraîchage. Donc là, de la même manière qu'avant, ce qui change, c'est que quelque part, ce qu'on voit en abscisse, ce n'est plus la filière, mais c'est le type de système au sein de cette filière maraîchage. Donc plein champ, abri et hors-sol. L'ordonnée, c'est toujours la part des itinéraires techniques de ce type de système qui applique au moins un produit de biocontrôle. Donc là, on voit deux informations. D'une part, plus on va vers des systèmes qui sont en environnement contrôlé, disons, plus la part des itinéraires techniques qui utilisent des produits de biocontrôle est importante. Et au sein d'un même type de système, les itinéraires techniques en agriculture biologique sont généralement plus consommateurs de produits de biocontrôle. En tout cas, il y a une proportion plus importante des systèmes qui utilisent du biocontrôle en agriculture biologique. On voit ça aussi à l'échelle des espèces. On voit que d'une espèce à l'autre, il y a des… Donc là, ce qu'il y a en abscisse, c'est les espèces et plus les types de systèmes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diversité importante. On retrouve quelque part une information similaire à ce qu'on a pu avoir avant, c'est-à-dire qu'il y a des itinéraires techniques, enfin des cultures qui sont cultivées dans des types de systèmes, disons, sous abri ou hors sol, qui sont plus utilisatrices des produits de biocontrôle. Et on retrouve cette idée que les itinéraires techniques en agriculture biologique sont plus consommateurs de produits de biocontrôle. En tout cas, il y a une proportion plus importante de ces itinéraires techniques en bio qui consomment des produits de biocontrôle que les itinéraires techniques en agriculture conventionnelle, à l'exception près de la tomate. Donc, c'est vraiment les deux barres tout à droite du graphique où on voit qu'il y a une proportion d'itinéraires techniques en agriculture conventionnelle qui utilisent des produits de biocontrôle qui est légèrement supérieure à celle des systèmes des itinéraires techniques en agriculture biologique. Mais ça, c'est un artefact de l'analyse. Pourquoi? Parce que en agriculture conventionnelle, en tomates, on a une proportion importante d'itinéraires techniques de tomates qui sont conduits en hors-sol. Or, il n'y a pas de hors-sol en agriculture biologique, alors qu'en agriculture biologique, il y a une proportion, je crois, équivalente des itinéraires techniques qui sont conduits en plein champ de sous-abri. Et donc, quelque part, là, on a un effet, voilà, comme en plein champ, il y a beaucoup moins d'utilisation de produits de biocontrôle. Globalement, les bios sont moins utilisateurs que les conventionnels. Mais si on regardait typologie par typologie, ce ne serait pas vrai. Voilà, c'est vraiment un petit problème dans l'analyse. Enfin, c'est un biais qui est dû à l'échantillon sur lequel on a travaillé. Si maintenant on regarde plutôt en termes de nombre d'utilisations, disons, des produits, donc là, les courbes que vous voyez, donc en abscisse, vous avez les campagnes, donc les campagnes culturales.
ça commence à 2012 et ça s'arrête à 2019. Je n'ai pas mis 2020 parce qu'on avait un effectif vraiment très très faible, donc voilà, c'est un petit peu compliqué sur l'analyse. Et ce que vous voyez, en fait, c'est la fréquence moyenne d'application des produits de biocontrôle par itinéraire technique et par an. Il y a une courbe bleue, c'est pour les insectes, c'est des produits de biocontrôle qui visent les insectes ou les acariens. Et la courbe en rouge, c'est la courbe des produits de biocontrôle qui visent les maladies. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'on a une utilisation qui est globalement faible. C'est-à-dire que pour les produits qui visent les insectes ou les acariens, on a en moyenne par système une tous les 2 ans ou une utilisation tous les 3 ans. Voilà, donc on a une utilisation qui est quand même faible, moins d'une utilisation par an et par système en moyenne, et avec une évolution qui est assez variable, disons, il n'y a pas de grande tendance qui se dessine. On a quelque chose de relativement faible, et c'est la même chose pour les maladies. On a des utilisations qui sont relativement faibles et qui varient beaucoup en fonction du temps. Alors, qui varient aussi beaucoup parce que dans ces graphiques-là, il n'y a pas des effectifs constants, ce ne sont pas forcément les mêmes systèmes qui sont suivis toutes les années, et on voit qu'on a des effectifs qui sont très variables. Hein. Donc, c'est plutôt des choses pour regarder d'un point de vue qualitatif, mais voilà, on ne peut rien conclure de ce graphique-là, rien que par la construction de ce graphique, mais ça donne quand même des idées, parce que vous verrez sur les autres filières, on a des choses qui sont quand même un peu plus claires. Voilà. Donc, globalement, des utilisations faibles, ça c'est clair, et qui sont valables au cours des campagnes, d'une année sur l'autre. Cette courbe-là, elle est le fruit de deux phénomènes, disons, complémentaires. C'est la part des systèmes qui utilisent des produits de biocontrôle en fonction des campagnes. Donc ça, c'est l'histogramme de gauche, de la même manière bioconventionnelle, mais là, on regarde sur une dynamique temporelle. Et l'histogramme de droite, c'est au sein des systèmes qui utilisent des produits de biocontrôle, quelle est la fréquence d'utilisation de ces produits. Voilà. Quand on mélange ces deux informations, on a le graphique d'avant. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans les graphiques que je présente là, il y a un peu deux parties, disons avant 2016 et après 2016 en termes d'effectifs. Hein. Avant 2016, donc c'est avant le nouveau réseau, disons le réengagement et l'arrivée de nouveaux systèmes. On voit qu'on a des effectifs qui tournent autour de 120 systèmes, alors qu'après, on est plutôt autour de 600 systèmes annuellement. Donc voilà, on a quand même deux parties. Donc pour lire ces graphiques, il convient plutôt de regarder à partir de 2016, disons. Et ce qu'on voit à partir de 2016, c'est que globalement, on a plutôt une stagnation pour les systèmes les itinéraires techniques en agriculture biologique de la part des itinéraires techniques qui utilisent du biocontrôle, voire une légère réduction, alors que pour les systèmes en agriculture, les itinéraires techniques en agriculture conventionnelle, on a plutôt une augmentation de la part des itinéraires techniques qui utilisent des produits de biocontrôle. Et si on regarde sur l'histogramme de droite, là, c'est pour les systèmes qui en utilisent. Est-ce que les systèmes utilisateurs en utilisent plus, moins ou de manière équivalente? Là, on voit pour le coup qu'en agriculture biologique, les itinéraires techniques qui en utilisent restent sur une utilisation en moyenne de 2 applications par hectare et par an pour les itinéraires techniques concernés. Et les itinéraires techniques en agriculture conventionnelle sont plutôt entre 2 et 3 avec une variation. Voilà, c'était pour présenter qu'en fait, l'utilisation moyenne des systèmes, des itinéraires techniques, elle est due à 2 phénomènes. La part des itinéraires techniques qui en utilisent, et pour ceux qui en utilisent, est-ce qu'ils en utilisent plus ou moins de manière équivalente. Donc globalement, c'est relativement variable. C'est ça la conclusion. Si on regarde au niveau des matières actives, des substances actives utilisées, dans cette filière, c'est le phosphate ferrique et le soufre qui sont les 2 principales matières actives utilisées. Ensuite, on a Bacillus thuringiensis, huile essentielle d'orange douce, phosphonate de potassium, etc. Je ne vais pas rentrer forcément trop dans le détail. Donc, on a une relative diversité, encore une fois, de matières actives utilisées. Et quand on traduit ça en cibles, donc on a des choses, voilà, c'est principalement les maladies qui sont visées, qui représentent 42% des cibles de l'utilisation des produits de biocontrôle. Ensuite, les insectes, les acariens, les mollusques et enfin les stimulateurs de défense des plantes. Si on regarde l'impact de l'utilisation du biocontrôle sur la réduction d'utilisation des produits phytosanitaires qu'a présenté Cathy tout à l'heure, à l'échelle du réseau, donc là, c'est un histogramme qui vous présente, donc, en abscisse, c'est l'état initial et 18-19, et en ordonnée, c'est les IFT alors décomposés. La première tranche, c'est les herbicides, les fongicides, les insecticides, autres et les produits de biocontrôle. Donc, ce qu'a montré tout à l'heure Cathy, c'est qu'il y a des baisses des IFT chimiques qui sont significatives et pour
l'ensemble, enfin pour la grande majorité des systèmes. En tout cas, par type de système, on observe des baisses dans toutes les typologies. Et ce qu'on rajoute avec ce graphique-là, c'est qu'on n'a pas une augmentation, on n'a pas une évolution significative de l'utilisation des IFT de biocontrôle. Voilà. Donc, la baisse qu'a montré Cathy, et qui se confirme encore d'année en année, elle n'est pas compensée par une augmentation dans les mêmes termes des IFT de biocontrôle. Donc, ce qui suggère quelque part que l'utilisation des produits de biocontrôle, c'est un levier, mais ce n'est certainement pas le seul levier pour baisser les produits chimiques et qu'il n'y a pas de substitution massive IFT hors biocontrôle, biocontrôle. Voilà. Donc, c'est un des leviers de la boîte à outils, c'est un élément qui est très important pour les producteurs, mais voilà, ce n'est pas le seul et c'est pas à lui seul, il ne permet pas de baisser les IFT hors biocontrôle. Si maintenant on regarde les macro-organismes, donc les auxiliaires, donc c'est la même logique qu'avant, sauf que là on ne regarde plus les intrants de biocontrôle, mais les auxiliaires, on voit que les types de systèmes en atmosphère contrôlée, donc, et particulièrement hors sol, sont plus utilisateurs que les itinéraires techniques qui sont en plein champ, et que les itinéraires techniques en bio sont plus utilisateurs que les itinéraires techniques en agriculture conventionnelle. De la même manière, il y a une diversité, une variabilité en fonction des espèces, qui est aussi liée au fait que les espèces sont plus ou moins représentées dans les types de systèmes. Donc, quelque chose qui est équivalent à ce qu'on a vu sur les intrants de biocontrôle. Et quand on regarde un peu les types d'auxiliaires de macro-organismes utilisés, on se rend compte qu'il y a 3 familles majoritaires d'auxiliaires qui sont utilisées quand il y a utilisation d'auxiliaires de macro-organismes. C'est principalement des acariens prédateurs. 46% des lâchers d'auxiliaires concernent des acariens, ce sont des acariens prédateurs qui sont lâchés. 24% des hyménoptères parasitoïdes, 21% des punaises prédatrices, et ensuite on a des choses qui sont un peu moins représentées, donc les diptères, prédateurs, chrysopes, coléoptères et nématodes. Donc maintenant, je passe à la filière arboriculture. Donc je vais aller un petit peu plus vite parce que maintenant vous êtes un peu plus familier et familière avec les représentations graphiques. Globalement, en arboriculture, on a une utilisation, un recours au biocontrôle qui est très très généralisé, à l'exception près de quelques espèces, l'olivier notamment, et les noyers dans une moindre mesure. Voilà, donc là on a vraiment un recours qui est généralisé. Aussi, quelque part, un recours un petit peu plus fréquent en agriculture biologique, mais bon, voilà, on est quand même sur des choses qui sont très cohérentes là. En termes de dynamique dans le temps, on a plutôt une tendance à l'augmentation des utilisations au cours de cette dernière décennie, disons entre 2012 et 2020. On voit qu'on passe pour les insectes et les insectes acariens et maladies en 2012-2013 autour de 1,5-2 utilisations de produits de biocontrôle par itinéraire technique et par an, à maintenant plutôt 3,5 utilisations de ces 2 types de produits de biocontrôle. Donc on voit qu'on est plutôt sur une dynamique d'augmentation de l'utilisation de ces produits. Et donc voilà, comme je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le fait de 2 phénomènes qui se potentialisent. Le premier, l'histogramme de gauche, on a une part plus importante de systèmes qui en utilisent. Donc on a une généralisation de l'usage entre les différents itinéraires techniques au sein de cette filière. Et graphique de droite, on a en plus, au sein des systèmes qui étaient déjà utilisateurs, une augmentation du recours à ces produits-là. Voilà, donc on en met plus, il y a plus d'itinéraires techniques qui en utilisent, et ceux qui en utilisent en mettent plus. Voilà, donc on a vraiment là deux effets qui se potentialisent et qui expliquent quelque part un recours qui a tendance à augmenter dans cette filière, et de manière assez claire. Les produits utilisés, donc là, c'est le soufre en tête qui représente 42% des utilisations à lui tout seul. Ensuite, huile de paraffine, virus de la granulose contre Carpocaps, les phéromones à chaîne linéaire de Lépidoptère, Bacillus thuringiensis, et voilà, après je ne rentre pas forcément trop dans le détail. Donc les cibles visées, c'est relativement équilibré, maladies et insectes, 47-44%, et dans un second temps, disons, des substances de croissance, 8,1% des utilisations. Et là, de la même manière qu'en maraîchage, on voit que le biocontrôle, c'est un levier parmi d'autres, puisqu'en fait, on observe une augmentation très légère et non significative statistiquement des IFT biocontrôle dans cette filière, qui passe de 3,8 à 4 points d'IFT, alors que dans le même temps, on a une baisse qui est très importante des IFT chimiques, comme l'a présenté Cathy tout à l'heure. Voilà. Encore une fois, c'est un levier parmi d'autres, c'est un levier qui est très important, qui a toute sa place,
mais ce n'est pas lui tout seul qui fait de la substitution avec des produits chimiques. Ce qui, à mon sens, est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, sur la autre filière, la viticulture. Donc, de la même manière qu'en arboriculture, on est sur un recours au biocontrôle qui est très, très généralisé, voire on peut quasiment dire qu'il est systématique dans cette filière sur l'ensemble des itinéraires techniques. On a une tendance au biocontrôle qui est également plutôt à l'augmentation, un recours au biocontrôle qui est plutôt à l'augmentation au cours de ces dernières années, que ce soit pour les maladies ou les insectes. Alors bon, évidemment, dans cette filière, c'est le soufre qui domine très largement, donc on n'a pas du tout les mêmes niveaux d'usage, mais on a une augmentation qui est quand même marquée des usages, que ce soit des produits contre les maladies ou contre les insectes. Encore une fois, c'est le fruit de deux phénomènes. Il y a de plus en plus d'itinéraires techniques qui en utilisent, et ceux qui en utilisent augmentent plutôt la fréquence d'utilisation. C'est donc le soufre qui domine vraiment outrageusement l'utilisation des produits de biocontrôle, puisque dans cette filière, il représente 86% des applications de produits de biocontrôle. Voilà, vraiment, ça truste presque 90%. Et ensuite, on a du phosphonate de potassium, huile essentielle d'orange douce, des phéromones à chaîne linéaire de lépidoptère et d'autres produits. Et donc, voilà, on n'est pas étonné de voir sans surprise, disons que ce sont les maladies. Donc 92% des applications visent des maladies et 7,3% des insectes. Même chose qu'en arboriculture. Là, pour le coup, on a une augmentation de l'IFT biocontrôle qui est significative statistiquement. On passe de 2 à 2,5 en moyenne. Et donc, on a une augmentation de 23%, alors pas de la moyenne, mais de la médiane, parce que les tests statistiques qu'on utilise, ils sont basés sur la médiane et pas la moyenne. C'est pour ça qu'on est à plus 23 alors qu'on devrait être à plus 25. Voilà. Mais donc, c'est statistiquement significatif. Et on a une baisse, par ailleurs, des IFT hors biocontrôle qui est très importante, sans commune mesure avec cette augmentation de 0,5 points. Donc, voilà, c'est encore une fois un levier parmi d'autres, et pas le seul levier, disons, pour réduire les IFT hors biocontrôle. Sur la filière horticulture, ce sera la dernière filière, donc il y a également un recours variable au biocontrôle. On voit que les types de systèmes donc, qui sont les plus utilisateurs, les types d'itinéraires techniques sont les fleurs coupées. Ensuite, on a donc pépinières et plantes en pot. Alors, on voit aussi que les itinéraires techniques en agriculture conventionnelle, en agriculture biologique sont l'utilisation du biocontrôle est plus généralisée dans ces systèmes, disons, que pour les systèmes en agriculture conventionnelle. Les principales matières actives utilisées, donc là, on a une certaine diversité. C'est principalement des bacillus thuringiensis, des huiles essentielles d'orange douce, du soufre, des pyrétrines et des huiles de colza, huiles de paraffine, etc. Donc, on a une certaine diversité. Les cibles principales, pour le coup, ce sont plutôt les insectes, les acariens, qui représentent 63% d'utilisation. Viennent ensuite les maladies, puis les mollusques. Voilà, en conclusion, donc on peut dire, déjà, premier point, c'est attention à la représentativité de ces données du réseau par rapport, c'est difficile de les extrapoler, disons, par rapport au reste de la ferme France, notamment dans certaines filières où il y a une grande diversité d'espèces, où on a fait des choix de certaines espèces, etc. Donc, on ne peut pas, à mon avis, dire de ça, ce qui se passe dans des filles, c'est exactement ce qui se passe dans la ferme France. Par contre, on a un effectif et un échantillon qui est vraiment très, très conséquent, à près de 100 000 itinéraires techniques. Donc, les chiffres qu'on sort, nous, voilà, ils sont très, très fiables quelque part et je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Par contre, attention à l'extrapolation dans des contextes, surtout quand on a une échelle régionale, voilà, sur un type de système particulier, je pense qu'il faut faire attention à ça. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des usages qui restent très concentrés, malgré le fait qu'on a quand même une diversité de solutions proposées aujourd'hui, disponibles sur les produits de biocontrôle. Ce qu'on voit, nous, c'est que les 6 principales matières actives utilisées représentent plus de 80% de l'ensemble des utilisations. Donc voilà, même s'il y a beaucoup de diversité, dans les faits, il y en a quand même très peu qui sont utilisés. On observe qu'on a des usages qui sont très variables du biocontrôle entre filières et entre espèces. On observe aussi des variabilités interannuelles. Alors, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'attention, dans cette analyse, on n'a pas voulu regarder vraiment les trajectoires, donc on ne s'est pas mis dans un cadre très strict et très rigoureux qui nécessiterait qu'on ait des effectifs constants pour regarder des trajectoires. Voilà. Donc, en fait, on ne peut pas conclure avec les graphiques que je vous ai présentés, ça donne plutôt des tendances. On voit aussi que pour les filières fortement utilisatrices, on a quand même une tendance à l'augmentation des utilisations par la généralisation des usages sur l'ensemble des itinéraires techniques,
et par une augmentation de la fréquence d'utilisation pour ceux qui sont déjà utilisateurs. Par contre, cette augmentation, elle ne se traduit pas par quelque part une augmentation systématiquement significative des IFT biocontrôle. Et en plus, même quand cette augmentation elle est significative, elle est sans commune mesure avec la baisse des IFT hors biocontrôle qu'on peut observer. Ce qui laisse suggérer encore une fois que l'utilisation du biocontrôle, même s'il généralise, ce n'est pas lui tout seul qui explique la baisse des IFT qu'on peut observer dans le réseau défi à l'échelle du réseau. Pour certains systèmes, peut-être qu'il permet d'expliquer une diminution importante des IFT hors biocontrôle, mais à l'échelle globale du réseau, ce n'est pas du tout le facteur principal qui explique les baisses d'IFT hors biocontrôle qu'on observe. Voilà. J'espère que c'était clair et je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour échanger avec vous. Merci bien. N'hésitez pas du coup toujours à poser vos questions dans la file discussion ou lever la main pour intervenir là, suite à la présentation. J'ai vu qu'il y avait une question qui était posée, mais avant l'intervention là, de Nicolas Chartier, donc ça ne concerne pas forcément directement là, la présentation. Du coup, je vous dis ce qui a été noté. Donc, c'était n'oublions pas de parler, quand on parle de baisse d'IFT, de la réussite technique. Nos métiers sont peu valorisés quand derrière, il y a une chaîne de distribution longue. Donc, une perte qualitative ou quantitative peut avoir de grosses conséquences. D'où ma question, est-ce que ces réseaux ne sont pas réservés à des circuits courts? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre à cette question. Peut-être ceux qui animent des réseaux défis ou transmettent. Moi, je veux bien intervenir. Après, il pourra y avoir des compléments pour chacun des réseaux. Alors non, il n'y a pas de réservation au circuit court. Ça, c'est une chose. Hein. Tous les circuits sont possibles et sont éligibles. Après, la difficulté, c'est est-ce qu'ils sont… parce que la démarche défi, je ne l'ai peut-être pas précisé, elle est volontaire. Donc, les agriculteurs ont une démarche volontaire de participation à un groupe défi et donc c'est pas lié à leur mode de commercialisation. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a un constat que cette démarche volontaire, la proportion de circuits courts, elle est plus importante, mais elle n'est pas exclusive, qu'on soit bien d'accord. Et il est tout à fait possible pour des agriculteurs impliqués dans des circuits longs de pouvoir se mobiliser dans des groupes défis. Et du coup, voilà, il n'y a pas d'exclusivité. Après, il est clair qu'il est plus difficile de mobiliser. Enfin, le constat, c'est plus un constat qu'un fait, c'est qu'on constate qu'effectivement, par rapport à des circulants, le réseau défi a plus de mal à mobiliser. Bon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que la modification des systèmes de culture sur du circuit long est beaucoup plus compliquée parce que derrière, il y a des mécanismes de cahier des charges et notamment en légumes industrie où la modification de pratique pour les agriculteurs qui sont impliqués dans ces cahiers des charges, elle est plus frileuse parce que forcément derrière il y a des refus, il y a des voilà et l'expérience que l'on a au sein de Défi en légumes industrie, elle est assez parlante. C'est que moi quand je suis arrivée dans le réseau Défi en 2014, on avait 4 réseaux en légumes industrie. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un et en fait, l'échec quelque part, c'est que l'agriculteur, il est volontaire pour modifier ses pratiques, mais derrière, ça implique que, ses interlocuteurs commerciaux, notamment, transformateurs, acceptent, aussi un produit qui évolue dans sa alors ça ne veut pas dire qu'il est de moindre qualité, mais forcément ça a des impacts et du coup, la prise de risque aujourd'hui, elle est pas choisie par le transformateur ou l'intermédiaire de distribution. Donc il y a un travail important à faire dans nos filières et particulièrement en légumes ou en fruits, sur ces verrous, ce qu'on appelle sociotechniques, pour impliquer l'ensemble des interlocuteurs de la filière et nous aider justement à pouvoir faire évoluer les pratiques, plus largement et donner une autre impression qu'effectivement des filles soient réservées sur du circuit court.
Après, je l'ai rappelé pour terminer, hein, on vous a présenté des chiffres, surtout par rapport à des baisses d'IFT, mais la prise en compte de l'impact sur le rendement, sur, la qualité, sur les marges et cetera, c'est des éléments qu'on prend en compte, qu'on est moins à même de vous présenter. Bon, je laisserai Nicolas en parler peut-être plus précisément, mais c'est des éléments qu'on prend en compte, ça c'est clair. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Cathy, sur les aspects plutôt économiques, c'est des choses qui ont mis un peu plus de temps à se développer dans notre outil, à Grossis, là, aussi parce que bon, il y a une telle diversité en fonction des filières que d'avoir des référentiels à jour, etc., c'est quand même pas si simple. Et puis bon, c'est quand même des choses qui sont parfois un peu confidentielles et autres. Donc voilà, il y a du retard qui a été pris, qui est en train d'être comblé. Et donc en fait, pour l'instant, ce qu'on essaie de regarder, c'est plutôt des éléments un peu plus factuels sur les rendements. Mais bon, on sait bien que dans ces filières-là, un rendement, ça ne veut pas forcément dire non plus derrière une valorisation, hein, parce que ça dépend du prix de vente, ça dépend des critères de qualité. Donc voilà, les aspects réussite technique sont parfois un peu plus compliqués à analyser, mais on travaille dessus pour voilà, fournir tous les éléments qui permettent d'évaluer la performance des systèmes et leur évolution d'un point de vue multicritère, parce que pour nous, c'est très important de regarder ça. L'idée, c'est pas de dire bah, super, on arrive à baisser les IFT, si c'est pour derrière baisser la rémunération des producteurs, augmenter les gaz à effet de serre. Enfin voilà, c'est pas du tout l'objectif d'Ecofito. Donc voilà, il faut bien qu'on continue à travailler pour être capable voilà, de préciser vraiment l'évolution des systèmes d'un point de vue multicritère. Et voilà, on travaille vraiment en ce sens. On n'a jamais été aussi près de pouvoir présenter des choses voilà, sur ces aspects-là aussi.